Bonjour et bienvenue à l'émission À la Une. On le sait, l'automne est bien installé chez nous et il y a des milliers de Québécois qui s'apprêtent maintenant à prendre le chemin de la Floride pour passer l'hiver au chaud. Selon les dernières statistiques, on parle quand même de plus de 800 000 Québécois qui ont passé les douanes américaines l'an dernier pour se rendre en Floride et c'est un nombre qui ne cesse d'augmenter. Et avec l'éclatement de la bulle immobilière chez nos voisins du Sud en 2007, eh bien, il y a de nombreux Québécois qui choisissent d'investir là-bas pour acheter une propriété. Et il y a un potentiel de prise de valeur encore aujourd'hui, selon une nouvelle enquête de la BMO, parce que même si les prix des maisons aux États-Unis ont augmenté de 20 au cours des 2 dernières années, on a comblé seulement environ la moitié de l'écart par rapport au sommet qu'on avait atteint en 2006. Donc, et quand même, on se pose la question, acheter aux États-Unis, qu'est-ce que ça implique? Il y a des règles fiscales, bien sûr, à respecter et on va en parler aujourd'hui avec des experts. On va rejoindre notamment en Floride Guylaine Fontaine, qui est agente immobilière là-bas depuis de nombreuses années. On va en parler aussi avec Maître Shlomi Steve Lévy, qui est un associé du cabinet Altro Lévy, qui est spécialisé là tout ce qui est droit transfrontalier, oui. Mais tout d'abord, on va regarder plus en détail ces chiffres-là de l'enquête de la BMO. On va joindre Alex Koustas, qui est économiste chez BMO Marché des capitaux. Bonjour, Monsieur Koustas. Bonjour. Alors, il y a un potentiel encore aujourd'hui de prise de valeur pour les résidences de vacances des Canadiens? Oui, je crois. Je dirais que l'opportunité est un peu limitée. La plupart des propriétés qui étaient, disons, saisies, on a déjà vu beaucoup d'investissements en cash dans ce cycle immobilier. Alors, je dirais que maintenant, c'est plutôt des gains plus réguliers, plus stables, en ligne avec les tendances nationales en général, mais je dirais pourtant que c'est un environnement beaucoup plus stable qu'on a vu auparavant. Et on parle de prix qui devraient donc continuer à augmenter, même s'il y a eu une prise de 20 de valeur, là, ça va se poursuivre selon vous? Oui, à fur et à mesure, je dirais que bon, ça serait un peu plus mesuré qu'auparavant, mais quand même, il y a certainement le potentiel de gains dans le marché. Et on va regarder justement, j'ai préparé des tableaux pour vous selon les chiffres de l'enquête de la BMO. Là, on parle par rapport au sommet. Encore aujourd'hui, prix qui ont diminué de 34 dans la région de Tampa et on parle de régions qui sont très populaires auprès des Québécois. À Phoenix, on parle de 30 de recul, 43 à Las Vegas et 52 à Miami. Donc vraiment des reculs importants et c'est loin d'avoir été comblé en entier ces reculs-là, M. Koustas. Oui, certainement, mais je noterais que cette période de sommet était en fait une période de survalorisation. Maintenant, je dirais que nous trouvions dans des conditions beaucoup plus près de l'équilibre pour le marché. Alors, je dirais que c'est assez bon marché comparé, disons, aux propriétés au Canada où nous voyons dans quelques régions de survalorisation là aussi, mais je dirais dans ces marchés spécifiquement que c'est à peu près proche de l'équilibre qu'on aimerait voir. Et quand vous en parlez justement du prix médian, là, on a un autre tableau pour vous. C'est vraiment moins cher qu'au Canada, les propriétés présentement en Floride ou encore en Arizona. Donc, vous voyez, prix médian en Floride, 124 000 là, c'est la moitié par rapport au prix au Canada, 255 000 Arizona, 198 000 mais selon ce que je comprends dans ce que vous nous dites, vous ne pensez pas qu'on va retourner au sommet de 2006, là, même en Floride ou en Arizona? Oui, ça va prendre assez de temps pour franchir cette sommet. Je crois que ça va être une croissance assez stable, mais le plus important, c'est que vraiment que le marché maintenant est beaucoup plus en équilibre, que les choses avancent à fur et à mesure et que les acheteurs pourraient être un peu plus confortables, que leur investissement va être un peu plus sauf dans des conditions meilleures qu'auparavant. Et vraiment, quand on regarde au prix elle-même, il se compare très favorablement au prix au Canada. Et quand on regarde le dollar canadien, là, on est à 88 cents là, présentement. Est-ce que ça aura un impact, selon vous, sur la popularité des maisons aux États-Unis? À l'achat, ça va avoir un impact défavorable pour les Canadiens? Oui, certain, ça va avoir un effet. Mais quand même, je crois que si nous observons même avec l'effet du dollar, c'est encore bon marché.
Alors, ça certainement avoir un peu d'impact, mais les chiffres il y a assez d'écart entre les chiffres que ça se présente comme une option intéressante. Et est-ce qu'on a une idée de l'ampleur de la présence des Canadiens, justement, comme investisseurs immobiliers en Floride? Eh bien, il y a environ 500 000 Canadiens qui possèdent des biens immobiliers en Floride, alors le nombre est assez haut. Et est-ce qu'on a une idée de la part québécoise dans ce chiffre-là de 500 000 Canadiens? Malheureusement, je n'ai pas ces données. Hein. Mais on sait que les Québécois sont très nombreux chaque année en Floride. Merci beaucoup, M. Koustas, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Et on va poursuivre sur le sujet parce que si ça vous intéresse, vous, d'aller investir en Floride présentement, qu'est-ce que ça implique? Il y a des règles à respecter, bien sûr, des règles fiscales. On va en parler avec Guylaine Fontaine, qu'on joue au téléphone, qui est courtière en immobilier agréé en Floride depuis de nombreuses années. Et à mes côtés, en studio, Maître Shlomi Steve Lévy. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Plaisir. Alors, on va commencer avec vous, si vous le voulez bien. Lorsqu'on veut acheter une propriété en Floride, premièrement, est-ce qu'on parle de paperasse à plus finir, là, à remplir? Est-ce que c'est compliqué acheter en Floride? Non, c'est pas plus compliqué que ce qu'on connaît ici au Québec. Il y a les documents d'offre, les documents d'acceptation, et ensuite de ça, toutes les recherches de titres et le travail qui est habituellement fait ici par un notaire se fait par une compagnie de titres là-bas en Floride. Mais il n'y a pas plus de procédures qu'on connaîtrait ici au Québec. Il y a peut-être plusieurs documents qui vont devoir être signés, contrairement à un seul acte notarié du notaire ici au Québec. Mais grosso modo, les mêmes documents disent plus ou moins ce qui est contenu dans un acte de vente québécois. Donc, et est-ce qu'au niveau de l'hypothèque, on doit la contracter aux États-Unis ou on peut faire affaire avec notre prêteur ici? Ben, ça dépend. Écoutez, pendant que le marché était un peu bas et que le dollar était un peu à parité, ça valait peut-être un peu mieux la peine de contracter, de faire des refinancements sur des actifs ici pour pouvoir payer cash, comptant. Sauf que de plus en plus, on voit que maintenant, avec la baisse du dollar canadien, le recul du dollar canadien, on va voir du monde surtout faire des demandes d'hypothèque là-bas. Sauf qu'il va falloir faire très attention. Le processus d'obtention d'hypothèque aux États-Unis est laborieux, il est lent, habituellement entre 45 et 60 jours. Et il faut faire très très attention au niveau du crédit de la personne parce que les taux affichés ne sont pas nécessairement les taux qui vous seront soumis. Alors que tout dépendra de votre code de crédit aux États-Unis. Donc, on parle de prêteurs hypothécaires plus frileux après la débâcle de 2007? Ben, de un, plus frileux parce que oui, en effet, le marché a subi de fortes baisses justement à cause de toutes les reprises, de un. Mais de deux, le système lui-même est lourd. Au Canada, on a 5-6 grosses banques. Aux États-Unis, on a 7000. Alors, le processus comme tel est de la faute du système bancaire américain et de toutes les exigences. Et si on veut une hypothèque, si on veut emprunter pour acheter une propriété, donc automatiquement, il faut faire affaire avec un prêteur américain, c'est ça? Non, pas nécessairement. Ben, en fait, oui. Quand je dis pas nécessairement, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a la présence de certaines subsidiaires des banques canadiennes, comme la RBC Bank, NatBank, Desjardins Bank, BMO Harris qui est présent. Donc, il s'agit quand même de banques à charte américaine, mais qui vont d'un certain niveau la TD aussi, à un certain niveau vont aller chercher peut-être l'historique du crédit du client au Canada pour la mettre en valeur. Parce que si vous rentrez dans une banque typiquement américaine, que ce soit Chase ou JP Morgan ou bien Bank of America, vous êtes méconnu, vous n'avez pas d'historique de crédit, ça va être beaucoup plus difficile à vous qualifier. Donc, l'historique qu'on a ici ne compte pas en sol américain, finalement? Pour les banques purement américaines, non, mais les banques qui ont une relation canadienne, comme nos 5 grandes, ben oui, eux, ils vont peut-être mettre en valeur votre historique de crédit pour pouvoir vous qualifier, justement. On va aller voir, justement, je vais rejoindre au téléphone Mme Fontaine, qui est agente immobilier là-bas. Justement, Mme Fontaine, comment ça vous êtes agente immobilier depuis très longtemps en Floride. Comment vous procédez habituellement pour les transactions avec vos clients? Je voudrais justement toucher sur les prêts hypothécaires. Je crois que justement, juste pour revenir là-dessus, les grandes banques américaines, d'abord, je ne suis pas certaine qu'ils sont revenus sur le marché pour offrir des produits, ce qu'on appelle aux foreign national, aux gens internationaux. Mais tranquillement, avec la reprise économique, ça revient tranquillement. Mais comme Maître Lévy le mentionnait, il y a beaucoup de grandes banques canadiennes qui offrent de très bons produits pour les Canadiens. Donc, le processus ici, c'est vraiment, c'est assez simple, comme Maître Lévy le mentionnait.
au niveau des contrats et tout ça, mais c'est important de s'associer avec un agent avec qui vous êtes à l'aise et que vous pouvez poser toutes vos questions. Alors, tant qu'on a, c'est comme n'importe quoi, on fait équipe avec quelqu'un quand on magasine, c'est quand même un gros achat, là, un gros investissement, et il faut pas se gêner de tout poser nos questions et de faire les recherches ensemble et quelqu'un qui va bien vous appuyer dans votre projet d'achat. Alors, de un, je pense que c'est une chose, c'est de vous choisir quelqu'un avec qui travailler. De deux, ben c'est sûr que moi, j'essaie de partir des processus de Montréal, de rencontrer les gens. C'est plus facile de faire un lien en personne, mais quand les gens viennent sur place, on détermine un petit plan d'attaque et puis on visite les maisons et qu'on aura présélectionné. Alors, c'est assez simple et le processus est aussi assez agréable. Et vous, est-ce que vous avez remarqué que c'est de plus en plus populaire, les propriétés chez les Québécois en Floride? Bien, tantôt, vous aviez mentionné, vous avez demandé c'était quoi la présence des Québécois sur le marché ici. Monsieur disait qu'il y en a 500 000. Et de la part canadienne, ce sont les Québécois les plus présents. Dans les Canadiens, les Québécois, je crois, représentent sinon 80% des gens qui sont ici de Canadiens. Donc, sur les 500 000 Canadiens qui ont des actifs immobiliers en Floride, là, on parle de 80% de Québécois selon vous. Donc, oui. Vraiment, oui, c'est très important. Et dites-nous, Maître Lévy, si on choisit de louer sa propriété, parce qu'on n'est peut-être pas là à l'année longue en Floride, comment ça fonctionne? Nos revenus tirés de la location, on les déclare sur notre déclaration d'impôt au Canada? Ben, écoutez, c'est sûr que la plupart des Canadiens, peut-être un peu revenir sur ce que les deux intervenants ont dit, les Canadiens forment le groupe étranger qui détient le plus d'immobilier aux États-Unis. Donc c'est quand même une forme très significative de pourcentage. Je vous dirais aussi que... À la proximité aussi? Ben oui, c'est ça, un vol de 3 heures. Il faut aussi s'assurer, comme disait Madame Fontaine, que de bien s'entourer de monde, parce que c'est sûr que c'est similaire, mais c'est différent. La langue est différente, les coutumes sont différentes, le droit est différent. Et dernièrement, je pense que les statistiques vont varier dépendamment des régions. Si vous êtes dans ce qu'on appelle le Tri-County, qui est Palm Beach, Broward, puis Miami-Dade, oui, on va avoir une forte concentration de Québécois. Mais si on va vers la côte ouest de la Floride et un peu plus au nord, mais il va y en avoir moins de Québécois et plus d'anglophones. Donc, il faut toujours nuancer ces choses-là. Au niveau des revenus, évidemment, lorsqu'on loue la propriété, on est obligé de déclarer ce revenu-là d'abord aux États-Unis, parce que c'est là où le revenu a été généré. Et ensuite de ça, le code fiscal canadien, le système prévoit que lorsqu'on est Canadien, résident fiscal au Canada, on a une obligation aussi de déclarer nos revenus mondiaux au Canada aussi, ce qui fait en sorte qu'on est taxé des deux côtés. Donc, double imposition sur ces revenus-là? En fait, non. La bonne nouvelle, justement, c'est qu'il y a un traité fiscal entre le Canada et les États-Unis qui prévoit qu'il n'y aurait pas de double imposition, en notant que la taxe qui est taxée, qui est chargée est la même des deux côtés, donc que ce soit du gain en capital, du revenu soit similaire des deux côtés, et que le payeur soit le même des deux côtés. Et c'est là où on rentre un peu dans les complexités des structures qui sont valides ici et qui ne sont pas là-bas, ou vice-versa. Et lorsqu'on a une propriété en Floride ou ailleurs aux États-Unis, est-ce que ça veut dire qu'automatiquement, on doit faire deux déclarations de revenus, une aux États-Unis, une ici, ou pas nécessairement? Ben, la règle au Canada prévoit que vous devez déclarer vos revenus mondiaux. Si jamais votre propriété en Floride est à usage strictement personnel et à vacances, donc elle est exemptée de cette obligation de faire un rapport d'impôt vu qu'il n'y a pas de revenus. Au Canada, on est citoyen résident fiscaux du Canada, on déclare, on fait un rapport d'impôt de toutes les façons, donc il s'agit juste d'ajouter les valeurs en jeu. Et pour ce qui est au moment de la vente, bon, il y a certainement, on l'espère, un gain en capital là, qui sera fait. Donc, de plus en plus. Oui, de plus en plus. Et là, on dit que c'est un bon moment pour acheter. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait gain en capital au moment de la vente. À ce moment-là, donc, c'est le même traité fiscal qui s'applique. On les déclare aux États-Unis, ces gains-là. Exactement. Les États-Unis ont un avantage où les taux d'imposition individuelle sont beaucoup plus bas que ce qu'on connaît au Québec. Alors, vu que le gain a été généré ou réalisé aux États-Unis en premier, on va faire un dépôt pour les gains en capital aux États-Unis, habituellement aux alentours de 15% pour les non-résidents canadiens. Et là, on reviendra au Québec, puis on a habituellement un gain généralement parlant, d'à peu près 25%. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le 15% payé aux États-Unis comme crédit d'impôt étranger et payer la différence au Québec pour un grand total
de 25%, qui est la taxe sur québécoise. Le gain en capital. Exactement. Et Madame Fontaine, justement, vous, est-ce que vous aidez aussi vos clients au moment de la vente de propriété? Pardon? Au niveau de la fiscalité? Oui, exactement. Ben oui, ben moi, disons que je suis pas comptable et je suis pas fiscaliste, mais par contre, j'ai des gens avec qui je travaille ici, que je réfère pour toutes les questions concernant ça. Là. Mais sur mon site web, d'ailleurs, j'ai plusieurs documents qui adressent ce que Maître Lévy vient de raconter sur les taxes et tout le taux d'imposition et qu'est-ce qui se passe au niveau de la vente. Donc, ça peut être vu sur mon site web à guylaine-fontaine.com. Et j'accompagne les gens. Écoutez, s'il y a des questions que moi, je ne peux pas répondre, n'inquiétez-vous pas qu'on cherche les réponses. Et puis, il y a un paquet de gens professionnels ici qui sont en place pour nous aider. Alors, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est sûr que les règles ici sont différentes. Et comme Maître Lévy le disait, il n'y a pas de double imposition entre le Canada et les États-Unis. Alors, ça, c'est vraiment un avantage aussi. Oui. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, actuellement? Là, bon, on voit que le dollar canadien est vraiment à un creux. Là, on est à 88 cents. Est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact? Est-ce que les Québécois trouvent ça un peu moins intéressant, là, vu le taux de change, d'acheter en ce moment? Moi, je ne le crois pas parce que ça représente encore une opportunité d'achat. Ici, d'après les sondages, le rapport de BMO, qui est M. Cousta qui en parlait plus tôt. Et les prix sont encore très bas. Comme vous disiez tout à l'heure, Claudia, je crois que dans certains cas, les prix sont encore 30% en dessous de la hausse. C'est vrai que les prix étaient surgonflés à un certain moment donné, mais par contre, il y a un influx incroyable d'acheteurs internationaux. Alors, c'est ça qui pousse la demande. Il y a 34 000 unités qui sont encore en construction ici dans les 2 prochaines années, dans le Tri-County. Et ça anticipe une demande incroyable du marché international, incluant le Canada, dont la Russie, l'Argentine, l'Amérique du Sud, des gens qui viennent un peu partout. Mais les Canadiens sont toujours, entre autres, un groupe d'acheteurs très présent ici. Alors, mais les prix sont encore très bas. Comparé à, comme M. Cousta disait, à Montréal et à tout ça d'autres marchés, c'est encore très abordable. Alors, les Canadiens achètent ici depuis les années 40. Les taux d'intérêt, j'en suis certaine, à un moment donné, n'étaient pas aussi alléchants. Pas les taux d'intérêt, mais l'échange du dollar. Donc, il y a toujours quand même une demande. Et là, en plus, que les gens s'aperçoivent qu'ils peuvent rentabiliser leur propriété. Alors, il y a ça aussi là, qui est intéressant. Alors, merci beaucoup, Mme Fontaine, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et merci à vous, Maître Lévy. Donc, on a un peu décortiqué tout ça. Finalement, si on fait affaire avec une banque canadienne qui est présente en Floride et avec des experts dans le domaine, c'est pas si compliqué que ça au niveau administratif, acheter une propriété en Floride. Ça facilite les choses. Merci beaucoup. Merci.